Bonjour à tous. Alors, on va faire une présentation maintenant sur le thème du développement durable et on va couvrir le sujet suivant qui est de la conformité à l'avantage concurrentiel. Alors, je me présente. Je suis Pascal Crolly. Je suis vice-président procurement chez Promocéan. J'ai 30 ans d'expérience dans le domaine des achats, de la qualité, et je couvre toute la partie sustainability chez Promocéan. Au niveau formation, donc je fais une école de commerce et là je suis en formation à Polytechnique en stratège de la transformation durable. Si vous avez besoin de nous contacter, il y a un QR code et vous aurez toutes les informations sur la société. Vous pouvez nous contacter ensuite. Donc tout d'abord, pour commencer, pour que vous sachiez qui nous sommes, Promocéan, c'est un groupe international qui fait partie d'une société qui s'appelle Li & Fung, qui est un groupe basé à Hong Kong. Et on est spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions sur mesure au niveau merchandising, packaging, PLV, pour des grands groupes. Voilà, vous pouvez voir quelques exemples de ce qu'on fait. Et vous pouvez voir notre stand qui est derrière vous, comme ça, au C13. Donc, avant de commencer, je voudrais reprendre deux citations qui permettront d'être un fil conducteur sur toute la présentation qu'on va avoir et sur le cas qu'on va vous présenter ensuite. Malheureusement, la personne qui devait venir avec nous de la société Lacoste n'a pas pu être présent, mais c'est pas grave, on va vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, la première citation, quand on regarde tout ce qu'on doit faire au niveau de transformation durable, elle vient de Darwin, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Là, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est ceux qui s'adaptent, parce qu'on va voir dans tout ce qui est réglementaire en ce moment, il faut vraiment pouvoir s'adapter, et pour faire ça, il y a différentes façons, il y a différentes approches qu'on peut avoir au niveau transformation et au niveau adaptation. Et la deuxième citation, elle vient de Einstein, qui est au centre de la difficulté se trouve l'opportunité. Et donc, il faut bien regarder dans toute la transformation qui est mise en place au niveau réglementaire, les opportunités qu'on peut dégager, avec l'objectif à chaque fois de trouver un avantage concurrentiel dans chacun de ces changements. Donc, à l'heure actuelle, quand on regarde le contexte réglementaire, il est assez chargé, il est assez mouvant. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent ça mieux que d'autres, mais on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, la première chose, à partir du début de cette année, vous avez la CSRD, qui commence à être mise en place, sauf s'il y a un changement au niveau européen. Là, c'est ce qu'ils sont en train de voir avec tout le projet d'Omnibus, savoir si ça va être allégé, pas allégé, revoir les dates, qui correspond à tout ce qui est reporting extra-financier. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on demande aux sociétés? C'est de démontrer l'impact qu'elles vont avoir sur l'environnement et sur la société. Et la même chose, quel impact le changement climatique peuvent avoir sur ces sociétés. Donc, un double reporting. Donc ça, c'est une des premières contraintes qu'on va avoir pour toutes les sociétés qui font qui ont plus de 250 personnes, qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires ou qui ont plus de 25 millions à leur bilan. Ils vont être obligés de faire leur reporting au niveau de la CSRD. La deuxième chose, et ça impacte beaucoup de gens qui sont ici, qui font du display en carton, en bois, tout ce qui est du packaging, c'est l'UEDR, qui correspond à toute la réglementation sur la déforestation, où il va falloir faire la traçabilité des chaînes d'approvisionnement qu'on peut avoir pour démontrer que les sociétés avec lesquelles on travaille, les sociétés qui fabriquent le papier, ne s'approvisionnent pas dans des forêts qui sont protégées. Donc il y a un gros travail de traçabilité à faire là-dessus. Ensuite, à partir de janvier, rentre en vigueur une loi qui avait déjà été repoussée depuis un an, qui est le CBAM,
qui est le Carbon Border Adjustment Mechanism. Donc c'est la déclaration pour tous les produits en métal et en aluminium, donc ce qui couvre un certain nombre de choses. Après, ça couvre d'autres produits aussi, mais principalement pour nous, c'est deux types de catégories de produits. Pour déclarer les importations qui vont être faites, en termes de poids, d'émissions de CO2, et à partir de début de cette année, ça va être aussi de payer tous les quotas carbone, à partir de 2026, tous les quotas carbone qui seront reliés à ça. Et après, à partir de 2027, vous voyez, il y a plein de réglementations qui vont être mises en place sur lesquelles il va falloir s'adapter, adapter la façon dont on travaille, adapter nos produits. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais vous avez le SPR, donc l'Eco-Design for Sustainability Product Regulation. Vous avez le Packaging and Packaging Waste Regulation, pour tous ceux qui vont faire du packaging, tous ces gens-là seront impactés. Vous avez le EU Forced Labor Regulation, donc il faudra prouver que dans toute la chaîne d'approvisionnement qu'on a, il n'y a pas de travail forcé. Et ensuite, il y a la CS-DD qui va être mise en place. Donc, vous voyez, le contexte réglementaire est très chargé pour l'année 2025 et l'année 2026, et très mouvant. Parce qu'au niveau de la communauté européenne, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, ils essaient d'alléger tout ça. Donc, ça change tout le temps. Donc, quel est l'objectif de toutes ces réglementations? Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces réglementations sont mises en place pour que les sociétés, les entreprises repensent leur chaîne d'approvisionnement, repensent leurs pratiques commerciales, repensent les produits qu'elles vendent, avec l'objectif d'augmenter la durabilité des produits et de réduire l'impact environnemental. D'accord? Et ce qui est important dans tout ça, c'est repenser. Donc, ce qu'on attend des sociétés, ce que la communauté européenne attend de toutes ces sociétés au niveau environnemental, c'est que les gens repensent la façon dont on travaille. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à de nouvelles façons d'évoluer. Et quand on regarde ça, il y a deux façons de faire. Vous avez une première approche, qui est une approche réactive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plein de sociétés qui vont dire bon, on va pas anticiper toutes ces réglementations, on va attendre qu'elles soient mises en place, parce que comme de toute façon on est sur un terrain mouvant et que les dates changent et que les règles changent, on va attendre. On va attendre que ce soit vraiment défini et après on se mettra tout ça en place. Ou même certaines sociétés partent du principe que tant qu'ils n'ont pas de brief, tant qu'ils n'ont pas de demande spécifique sur des produits qui sont impactés par ces normes, on ne fait rien. D'accord? Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est une position plus proactive. Et quand on parle d'adaptation, nous, c'est ce qu'on regarde. On regarde plus une approche proactive. Parce qu'on part du principe que ce qui est important dans la mise en conformité, c'est l'anticipation que les sociétés vont avoir afin de créer un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que si vous travaillez maintenant à un changement, à une adaptation, la première chose, et on le voit avec beaucoup de clients avec lesquels on travaille, vous restez dans le jeu. On a beaucoup de clients avec lesquels on travaille qui nous disent si vous n'êtes pas capable d'être aux normes maintenant, alors que les réglementations ne sont pas encore mises en place, on ne travaille pas avec vous. Donc, la première chose, c'est être déjà aux normes avant même que les normes soient mises en place. Donc, tout ça, ça amène des gens sur un parcours de transformation au niveau des entreprises. Donc, j'ai repris un visuel de Benjamin Legani, de l'École Polytechnique, qu'on va revoir ensemble, qui va vous expliquer un petit peu toutes les étapes qu'il va y avoir et où est-ce qu'on en est, où beaucoup de sociétés sont en ce moment, et où est-ce qu'on peut aller quand on regarde des choses pour aller plus loin. Et toujours avec l'idée de dégager un avantage concurrentiel au niveau de notre business. Donc, la première chose, c'est la posture. Donc, quelle posture chaque société est prête à prendre face aux transformations qu'il y a à mettre en place au niveau réglementaire. Donc, l'idée, c'est de voir l'opportunité dans la contrainte, c'est-à-dire d'aller au-delà des obligations légales qui vont être mises en place et d'essayer de trouver un avantage concurrentiel à mettre en place avant que ces réglementations soient en vigueur. La deuxième chose, c'est une transformation interne qu'il va falloir avoir avec
tous les intervenants avec lesquels on travaille, donc ce qu'on appelle les parties prenantes internes et externes, pour transformer notre chaîne de valeur. Et nous, ce qu'on voit, ça passe par un travail pédagogique auprès de nos fournisseurs, où on essaie de leur expliquer les réglementations qui vont être mises en place, toutes les réglementations qu'on a vues avant, quels sont les impacts que cela va avoir au niveau des produits qui vont être à fournir, au niveau des modes de production qu'ils doivent avoir pour s'adapter à ces réglementations, et que les usines deviennent force de proposition sur les matériaux sur lesquels on peut travailler, force de proposition sur les modes de production. Et pour les plus gros fournisseurs, on les accompagne pour mettre en place avec eux des objectifs de Science-Based Target, donc des objectifs pour la réduction de leurs émissions de CO2 pour atteindre les objectifs l'objectif de 1,5 d'augmentation de température maximum avant 2050. La troisième phase, je pense que la plupart des sociétés qui sont ici, on est sur cette phase-là, c'est de revoir l'offre qu'on fait, et de concevoir des produits et des services plus durables. Donc, l'idée, c'est pour chaque phase de la production, et c'est le cas d'école qu'on va voir ensuite, c'est d'appliquer des principes d'éco-conception et d'éco-innovation pour concevoir une offre plus durable. Et si on va plus loin, donc il y a encore peu de sociétés qui sont à ce niveau-là, mais c'est la route qu'il faudrait suivre pour dégager un avantage concurrentiel, c'est revoir le modèle économique de chaque société. C'est-à-dire concevoir une offre produit ou une offre service qui soit plus durable et une nouvelle formation de création de valeur. Donc, on va prendre un exemple parce que c'est pour être plus concret. Aujourd'hui, vous fabriquez des sacs en papier, pour toutes les marques dans le retail. Demain, vous transformez votre offre et vous partez du principe qu'au lieu de fabriquer des sacs en papier, vous allez offrir un service pour les galeries marchandes, par exemple, où les gens, les consommateurs vont faire leur shopping. En sortant de chaque boutique qu'ils ont visitée, où ils ont fait un achat, ils reçoivent un QR code. Et à la fin de leur séjour, on va dire, dans le centre commercial, ils passent par un point de collecte, où ils vont scanner les QR codes des produits, des magasins qu'ils ont visités, et les magasins, le fournisseur de services, récupèrent dans toutes les boutiques ce qu'ils ont acheté, sans packaging, donc sans sac, et vont le livrer dans leur voiture. Donc ça, c'est par exemple la transformation, ce qu'on peut voir sur une création de valeur. Et la dernière étape, c'est co-construire les standards de demain, donc travailler avec les parties prenantes, donc les clients, les fournisseurs, mais aussi les sociétés qui font de la réglementation, pour changer les standards et les obligations qu'il va y avoir sur le marché. Donc par exemple, si vous avez changé votre mode de votre service et vous fournissez plus des sacs en papier, vous fournissez un service digital qui permet de collecter les produits, vous allez travailler auprès des instances européennes pour enlever tous les sacs en papier qui vont être fabriqués dans les magasins, par exemple. Donc, comme je disais, la plupart des sociétés travaillent sur la phase 3, qui est l'offre produit. Et ça passe par une analyse du cycle de vie et d'adaptation des produits qu'on fabrique sur chaque étape, de la conception du produit jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc là, on va partir sur un cas d'école, ou sur un cas concret plutôt, avec un client avec lequel on travaille depuis un certain temps, qui est le groupe Lacoste, et on va vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place. Donc, mais avant de faire ça, il faut bien garder à l'esprit quelque chose, c'est qu'au niveau environnemental, si vous partez du principe qu'on peut faire de l'environnemental en vendant ça plus cher, c'est quelque chose qui est perdu d'avance parce que personne ne veut payer pour ce qui est une amélioration environnementale des produits. Donc, il faut que dans tout travail au niveau environnemental que vous faites, il faut bien penser qu'il faut que vous atteigniez une neutralité au niveau de vos coûts, ou que vous proposiez un avantage au niveau des prix, donc un avantage concurrentiel au niveau des prix à vos clients pour qu'ils soient d'accord pour partir sur ces améliorations. Donc,
pour ce client, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est des choses qu'on a fait déjà en 2021-2022. Donc à ce moment-là, il faut garder à l'esprit qu'il y avait il y a des choses qui peuvent vous paraître maintenant logiques, beaucoup de sociétés font, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Okay, et c'était compliqué à mettre en place parce qu'il y avait des coûts qui étaient liés à tout ça. Mais c'est un bon cas d'école pour vous expliquer comment on met les choses avant la mise en place des normes et dégager un avantage concurrentiel auprès d'un client. Donc, par exemple, au niveau de la coste, la première chose qu'on a fait, ils avaient des poignées en polycoton sur des sacs, donc on ne peut pas les recycler. On a changé les poignées, on a changé sur des poignées tressées en papier, donc recyclables. Ils avaient une lamination en plastique autour du sac. On a supprimé cette lamination en plastique, on est passé sur du papier craft avec 40% de fibres recyclées. Donc le sac est entièrement recyclable. Et en plus de ça, on a du papier FSC. Donc on peut tracer le papier, on sait d'où il vient. Et tout ça, si on prend le changement qui a été effectué entre 2021 et 2022, on a réduit nos émissions de carbone de 210 tonnes si on compare les quantités achetées. Et on a réduit notre consommation d'eau de 10 000 mètres cubes pour le produit, sur ce produit. Donc tout ça, ça a été mesuré. Toujours, ce qui est important, c'est de mesurer ce que vous faites. Et ça, on a mesuré en utilisant le INCDEX. Donc la deuxième phase, c'est la phase d'extraction de matières premières et d'énergie. Donc là aussi, il y a du travail à faire. Et ce qu'on a fait en avance avec ce client, on a tracé notre chaîne d'approvisionnement pour comprendre au niveau des fournisseurs de rang 1 à rang 4 avec qui on a travaillé. Et ça nous a permis de, anticiper tout ce qui est le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement. Donc on utilise pour ça des systèmes qui vont rechercher auprès des ONG, qui vont rechercher auprès des gouvernements des rapports qui ont été émis sur certains fournisseurs où ils ont découvert du travail forcé. Si sur un de nos fournisseurs de rang 3, 4, on s'aperçoit qu'il y a des rapports qui ont été émis par ces entités de travail forcé, on va essayer d'analyser si notre fournisseur de rang 1 a acheté des produits chez eux. Donc ça, c'est la première chose. Donc on anticipe tout ce qui est une réglementation qui sera mise en place d'ici 2027. Et au niveau environnemental, à ce moment-là, l'UEDR n'existait pas, mais pareil, par anticipation, on a tracé notre chaîne d'approvisionnement au niveau de l'origine du papier et de l'origine des forêts avec lesquelles on travaille, ce qui permettait d'anticiper aussi cette nouvelle réglementation. Et donc de se positionner dans une situation où notre client n'a plus le risque de dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand la réglementation va être mise en place? Est-ce que Promocéan sera capable de répondre aux obligations légales? Ensuite, quand on parle de la fabrication avec ce client, toujours, on a regardé, est-ce qu'il faut toujours fabriquer en Chine? Parce que les produits sont fabriqués en Chine pour l'instant. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il ne faut pas ramener les productions vers l'Europe? Donc on a regardé en Europe de l'Est, on a regardé en Turquie, voilà. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de fabriquer dans ces pays-là? Mais on était confronté à deux choses. La première, le prix. Et comme je disais avant, personne ne veut payer pour des produits qui soient plus environnementaux. Il faut qu'il y ait un avantage prix. Quand on rapatrie une production sur l'Europe, il faut accepter de payer 3, 4 fois le prix de ce que ça coûte en Chine. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les capacités de production pour ce type de clients sont trop faibles en Europe par rapport à la demande qu'on a. Donc, on est resté sur la Chine. Par contre, ce sur quoi on a travaillé avec notre fournisseur, on a changé la location de l'usine. Donc, toujours le même fournisseur. On est passé d'une usine qui était à Shenzhen, dans le centre de Shenzhen, à Huizhou, qui est plus à l'extérieur, dans des bâtiments neufs. On a fait mettre en place 10 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les toits de l'usine. Donc 10 000 mètres carrés, ça représente 1,5 terrain de foot. Ce qui permet de produire dans l'usine 140 000 kWh par mois d'électricité. Et on réduit de cette façon-là l'impact environnemental de l'usine
Mais en même temps, on dégage un avantage concurrentiel car les panneaux voltaïques nous permettent d'avoir une économie d'électricité de 10 000 $ par mois, ok, ce qui est quand même assez substantiel, même s'il faut prendre bien sûr en compte l'investissement qu'il y a eu. Au niveau transport, donc une autre phase du cycle de vie du produit, ok, on travaille avec deux plateformes logistiques. Une plateforme logistique qui est à Yantian, donc dans le sud de la Chine, qui nous permet de couvrir toute la région APAC au niveau des livraisons qu'on peut avoir. Et une autre plateforme logistique au Havre, okay, pour les besoins qui sont pour l'Europe. Donc là aussi, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la possibilité de réduire nos émissions de CO2 liées au transport, mais aussi réduire nos coûts. Parce que forcément, quand vous transportez des produits qui viennent jusqu'en Europe pour les rapatrier sur l'Asie, ça prend du temps, ça coûte cher, c'est pas rentable. Voilà, donc toujours chercher l'avantage coût en plus de l'avantage environnemental. Et l'autre chose qu'on a regardé, c'est de dire, voilà, pour l'instant, on transporte les produits en bateau, ok, mais est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de transporter ces produits en train, ok? Parce que le train, quand on regarde les émissions de CO2, normalement, c'est moins impactant. Malheureusement, quand on a fait ce travail, okay, vous apercevez que l'usine est dans le sud de la Chine, à Huizhou. Il faut transporter ça en camion jusqu'à Wuhan, où est le départ du train pour l'Europe. Le train arrive à Hambourg, et après de Hambourg, il faut transporter ça sur Paris. Donc les émissions de CO2 liées au transport en camion, il y a à peu près 2000 km de transport en camion, vont complètement fausser ou complètement devenir inintéressantes par rapport au transport en bateau. Donc on est resté sur un transport en bateau en arrivant au Havre et après en partant en camion directement chez notre client. Au niveau des usages, donc ça c'est plus au niveau de notre client plutôt que nous, ok. Un des coûts énormes au niveau financier, mais au niveau environnemental, c'est la gestion de l'obsolescence des stocks. Okay, on estime que sur ce type de produit, il y a à peu près 10 à 15% des produits, okay, qui sont obsolescents en fin de saison. Donc, qui sont détruits. Okay, donc, création, donc en gros, on achète quelque chose, on le transporte, on le détruit, on crée des émissions de CO2 pour rien, et avec un coût très important. Et ce qu'on voit au niveau de la gestion de l'obsolescence des stocks, c'est toujours à cause d'un surapprovisionnement, une évolution de la demande qui est palliée avec les achats qui ont été faits, parce que les achats sont souvent faits sur des prévisions qui sont inexactes, ou bien des tendances saisonnières. Donc vous avez des produits qui sont faits spécialement pour Noël, qui sont spécialement pour les fêtes des mères, pour Pâques, pour la Saint-Valentin, et c'est un peu déconnecté, c'est des éditions spéciales qui ne peuvent pas être réutilisées. Et donc ce client est parti du principe qu'il fallait mieux ne plus faire de sacs spécifiques pour Noël. Donc on a supprimé les gammes pour Noël, ce qui permet de faire une économie de coûts, mais aussi une économie au niveau des émissions de CO2. Et en plus de ça, ça leur a permis d'augmenter leur volume sur les sacs standards et de faire baisser leur prix. Donc un avantage qui est complet au niveau environnemental et au niveau coût. Enfin, sur la dernière phase, donc sur la fin de vie du produit, okay, on a vu déjà tout à l'heure que les sacs étaient complètement recyclables. On a travaillé aussi avec nos équipes en Chine pour passer sur des cartons sans scotch adhésif en plastique. On est passé sur du papier, ce qui permet d'avoir des cartons export qui sont plus faciles à recycler. Et on était en étude en ce moment parce qu'au niveau de la loi européenne, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour forcer les gens, les inciter, on va dire, à travailler sur des produits qui soient meilleurs pour l'environnement. Et une des choses, par exemple pour ce produit-là, c'est si vous augmentez le pourcentage de fibres recyclées dans le papier que vous utilisez et que vous passez au-dessus de 50% de fibres recyclées, vous avez une décote sur les taxes que vous payez auprès de Citeo pour le recyclage des produits de 10%. Donc un avantage encore financier lié avec un avantage environnemental. Donc, et tout ça, à chaque fois, il faut le mesurer. Donc, on travaille avec une plateforme, okay, qui nous permet de
regarder en travaillant avec des indices primaires. Ok, donc on va voir les matières qu'on utilise, mais on va voir aussi quel type d'énergie utilisent nos usines en les contactant, quel type de machines les usines utilisent, qu'il y a des machines qui sont plus consommatrices d'électricité que d'autres, quel type d'électricité nos usines utilisent, est-ce qu'ils sont que sur de l'énergie fossile ou s'ils ont de l'énergie renouvelable. Et à partir de là, on va calculer nos impacts environnementaux au niveau des émissions de CO2, de l'eau et tout ça. Et sur, par exemple, l'exemple que je viens de vous prendre sur les sacs sur lesquels on augmente la fibre, le pourcentage de fibres recyclées, on a une réduction de l'impact de CO2 par produit d'environ 0,04 kg par produit. Donc on parle de toute petite réduction, mais quand on achète des millions de sacs à l'année, l'impact est quand même intéressant. Donc pareil ici, on a pu mesurer qu'on a un avantage financier et un avantage environnemental. Voilà, donc pour conclure, l'idée de toutes ces présentations, c'est qu'on est confronté à des nouvelles contraintes réglementaires, c'est un fait. Il faut s'adapter. L'idée, c'est quand même de partir du principe qu'on cherche l'opportunité dans la contrainte, donc être proactif, chercher des solutions innovantes, des solutions qui peuvent, en plus d'avoir un impact positif sur l'environnement, qui peuvent faire baisser les coûts, avec à terme la possibilité de développer une compétitivité qui est plus accrue. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Bonne soirée.